Bonjour et bienvenue dans le podcast d'En Voiture Simone. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde. Mathilde est sur les réseaux sociaux depuis maintenant un an et nous partage régulièrement ses bivouacs et ses aventures, plus particulièrement les week-ends. Aujourd'hui, on parle de dépassement de soi, de ramener l'aventure au quotidien, prendre confiance en soi malgré ses peurs et on agrémente tout ça avec un peu de développement personnel. J'espère que l'épisode vous plaira et vous laisse tout de suite avec sa présentation. Moi, c'est Mathilde. On me connaît maintenant sous le pseudo, En route Mathilde. Mon histoire, en fait, elle est et je pense qu'on va l'explorer un petit peu après, mais ce qui est intéressant à relever, en fait, le point de départ, on va dire, c'était vraiment mon voyage, en Asie l'année dernière et quand je suis revenue en France, à Paris et que j'ai commencé mon travail en CDI, c'était un peu la déprime et je me suis dit: «Mais comment est-ce que je peux ressentir à nouveau tous ces sentiments de liberté, de découverte, d'aventure que j'avais ressentis pendant mon voyage?» Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, que j'ai regardé autour de moi et que je me suis dit: «Bah, chaque semaine, il y a un week-end, je dispose de 2 jours, complets, pourquoi est-ce que je les utiliserais pas pour partir à l'aventure, en France, moins loin, mais de manière tout aussi intense?» Et bah, c'est comme ça que j'ai acheté ma première tente et que je suis partie faire mon premier bivouac. Donc c'est assez récent, mine de rien, ça date de l'été dernier. En fait, ça a été une telle révélation que j'ai décidé de, bah, partager mes aventures, sur Instagram, parce que, je me disais que c'était important, que tout le monde sache qu'en fait la France, c'est trop cool et qu'on peut faire plein de choses de dingue. Voilà pour ma Carrément, petite présentation. trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par, le mot micro-aventure et en quoi ça se distingue un peu des aventures, traditionnelles? Bah, en fait, moi, enfin, le concept de micro-aventure, déjà, il prend source, par rapport à la durée sur laquelle on part Mmh. et en fait, j'ai pour moi, c'est aussi un petit peu la preuve que tu as pas forcément besoin, de tout plaquer, de partir 1 an en année sabbatique, de partir à l'autre bout du monde, pour vivre une aventure, en fait. Et donc pour moi, la micro-aventure, c'est justement le fait de s'approprier le temps dont on dispose, nos week-ends prolongés, les vacances qu'on a quand on a un travail normal et qu'on travaille à plein temps, qu'on a quelques vacances. Ouais. Et ben, en fait, c'est investir pleinement ce potentiel-là pour vivre des choses qui sont tout aussi extraordinaires, mais sans partir à l'autre bout du monde et en partant moins longtemps. Enfin, quelles sont tes principales, motivations qui te poussent à entreprendre, ce Ouais. genre de week-end? Bah, en fait, moi, ce que j'avais adoré pendant mon voyage, c'est justement le fait de découvrir que quand tu sors de ta zone de confort, que tu dépasses tes peurs, en fait, il y a un autre monde qui t'attend de l'autre côté et Waouh! tu découvres, bah, qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment, tout le potentiel qu'il y a en toi, tu te sens hyper forte, tu te sens badass, quoi. En fait, ce sentiment-là, il m'a manqué quand je suis revenue parce que, et je sentais que j'avais besoin de challenge et planter une tente et dormir dehors, ça peut paraître, assez banal, dit comme ça ou facile. Mais franchement, je veux bien challenger des gens, surtout des meufs comme moi, tu vois? À rien que planter une tente dans leur jardin et dormir là, parce que quand tu fais les choses tout seul, franchement, c'est vraiment beaucoup plus challengeant. Donc moi, ce que je recherche avant tout, c'est le challenge et la déconnexion avec ma vie à Paris qui va à 1000 à l'heure. Voilà, sortir un petit peu de tout ça et puis ça va aussi un petit peu plus loin parce que, je dirais qu'il y a aussi quelque chose lié à la performance où en fait, au quotidien, dans ton travail, c'est la performance, quand tu fais du sport, c'est de la performance. Mais pour moi, quand tu pars, bivouaquer, faire une rando, bivouaquer, en fait, tu sors de cette logique-là et l'idée, c'est seulement d'être présente, pleinement présente, et kiffer ton moment et c'est aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien, versus le reste de ma vie où je suis toujours à 1000 à l'heure, en train de vouloir réussir et faire plein de trucs et courir le plus de kilomètres possible et cetera. Mais regarder le sunset quand tu dors dans ta tente, tu peux pas le f réussir en fait, tu peux juste être là donc moi c'est ce que je cherche en tout cas. OK, une sorte de plénitude un peu? Ouais. Tu pars, principalement à la montagne. Est-ce que c'est un choix, de ta part ou est-ce que, tu as essayé aussi, d'autres micro-aventures, autre part? Qu'est-ce Alors qui je pars t'attire vraiment? principalement à la montagne. Bon déjà moyenne montagne, hein, des petits massifs et puis, Ouais, mais ça reste la montagne quand même. ça reste la montagne, c'est sûr. Parce que, bah, déjà ça m'attire beaucoup. Je trouve ça extrêmement beau.
je pense que c'est le coup de cœur, il est vraiment venu, pendant mon voyage, en fait, où j'étais au Népal, je suis vraiment tombée amoureuse de la montagne et je pense que quand je pars en France, dans les Alpes et tout, c'est aussi un petit peu ce que je recherche. Après, c'est aussi lié à la commodité, du fait que mes parents, eux, ils sont à Aix-les-Bains Ah oui, et OK. donc ça me fait un point de chute qui est, quand même assez pratique, qui me permet d'explorer les massifs, qui sont aux alentours. Donc les Bauges, la Chartreuse, le Vercors, les Belles Dônes. Voilà, c'est là où je vais le plus souvent. Après, je suis allée dans les Aravis aussi une fois. Donc c'est vrai que j'aime bien ces zones-là, c'est sûr. Mais là, j'ai d'autres aventures de prévues, dans le Cantal, une première, OK, trop et cool. l'autre dans la vallée de la Loire, du coup vers Roanne, Mmh. fin D'accord. juin. Donc ça va changer un petit peu de mood et je suis contente de découvrir un peu d'autres paysages, que mes montagnes adorées. Ouais, c'est vrai, d'aller voir un peu ailleurs, découvrir, notre France, quoi. Ouais. Et là, j'ai une question qui me vient comme ça, mais pourquoi avoir, fait ce voyage au Népal? Parce que c'est un peu ce voyage-là qui a changé, ta vision du quotidien et de la vie. Pourquoi Ouais, avoir, alors parti ouais, aussi loin et dans un milieu aussi différent de ce que tu as pu connaître? ouais. En fait, j'avoue qu'en partant, faire ce voyage, donc au total, je suis partie 7 mois en OK, Asie, dont 5 mois en solo et dont 3 mois en solo en Inde. Et en fait, le goal de mon voyage, c'était d'aller en Inde parce que, bah, lié à tout ça, c'est sûr qu'il y a une pour moi, il y a une immense quête de sens et que j'avais un peu l'impression d'avoir, fait le tour des livres de développement personnel en France et des cours de méditation que j'avais pu trouver et donc j'avais très clairement envie d'aller en Inde pour explorer un petit peu cette dimension-là. Donc c'était le goal, en fait, de base de mon voyage, et c'est la raison pour laquelle je suis allée en Asie et cetera. Mais il y avait pas forcément non plus la conscience, je dirais, réfléchie, de vraiment, choisir un voyage qui nous ressemble. En fait, c'est plutôt que c'est arrivé, ça s'est passé comme ça, j'ai tout improvisé, au fur et à mesure et la réalité de pourquoi j'ai fini par aller au Népal, en fait, elle est assez marrante parce que, donc j'étais en Inde, mon visa, il allait expirer, c'est un visa de 3 mois et j'étais mine de rien pas si loin du Népal, mais à la base, j'avais vraiment pas prévu d'y aller au Népal. Parce que je me trouvais pas équipée, pour aller à la montagne, j'avais peur, même, physiquement, je me sentais pas prête pour faire un trek, sachant que quand tu vas au Népal, c'est quand même cool de faire un trek et si j'y allais, c'était pour faire ça. Et voilà, le principal frein, c'était que j'étais même pas équipée et donc je m'étais dit et j'avais pas énormément de temps aussi. Et donc je m'étais dit de base: «Bon, bah, j'irai pas au Népal». Sauf que finalement, j'étais un peu coincée par mon visa indien, j'étais quasiment à la frontière et je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais». OK. Et en fait, c'est marrant parce qu'un pays dans lequel je suis allée, pas à reculons, mais j'avais peur, hein, et je me souviens, j'étais en chiale, le 1er soir où je suis arrivée au Népal et tout dans le dortoir. Hem j'y suis allée un petit peu à reculons, je savais pas à quoi m'attendre et finalement, quand on me demande, ce que c'est l'expérience qui m'a le plus marquée pendant mon voyage, bah, c'était très clairement ce trek de 10 jours que j'ai improvisé, en fait, au Népal. Ouais, et Donc ça c'est s'est ça fait qui a par hasard, mais changé. ça a été après le plus gros coup de cœur de mon voyage, quoi. OK, trop cool, et c'est ça qui t'a aussi, fait changer un peu la vision des choses, sur le après? Sur, ton quotidien et le fait de vouloir partir assez régulièrement, Bah, ça, je à dirais que l'aventure? ouais, c'est arrivé, j'ai pas du tout pensé à ces moments-là, vraiment quand je suis rentrée, j'étais un peu perdue. J'avais signé mon CDI, en fait, avant de partir, donc pour le coup, je suis revenue et quelques semaines après, je commençais le CDI que je connaissais et du coup, j'avais un peu l'impression que je revenais exactement à ma vie d'avant, que rien n'avait changé dans ma vie, parce que j'avais le même appart, le même CDI, les mêmes potes et tout et c'est là que je me suis posé la question, en fait, en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Le voyage, c'était trop cool, mais j'ai envie que tout ce que j'ai appris pendant mon voyage, je puisse encore le vivre et l'éprouver, au quotidien». Et ça a mis quelques mois avant d'avoir, voilà, cette idée et de me dire: «Mais en fait, c'est possible, je peux le faire» et j'ai improvisé, hein, j'avais aucune idée de rien, j'ai racheté, une tente, à une de mes collègues. OK. J'ai acheté la base de la base, j'avais même pas de réchaud, je me suis pris un petit réchaud.
et un matelas de sol gonflable et je me suis débrouillée avec les trucs que j'ai trouvés chez moi et c'est comme ça que je suis partie, la toute 1re fois. Et tu partie où? Et dans quel mood tu partie? Tu te souviens? Ouais, bah, je suis partie, dans la Chartreuse, donc c'était le mois d'août et en fait, la rando, elle s'est très bien passée et tout, j'étais trop heureuse d'être là. J'étais OK, contente de ce que j'avais choisi, j'étais j'a je j'étais vraiment contente de faire ça. Mais je dirais pas que ça s'est très bien passé, parce que, j'ai eu un peu des surprises en cours de route. Déjà, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas autorisé de bivouaquer à Chartreuse, au mois de juillet-août pour limiter la surfréquentation. Donc je me sentais pas méga à l'aise, d'avoir planté ma tente et tout. J'avais peur que quelqu'un vienne m'embêter, me déloger et cetera. J'ai campé, au milieu d'un alpage, donc les vaches, elles sont passées plusieurs fois assez près de ma tente et ça m'a grave inquiétée. Il a grave plu pendant la nuit. Le matin, il y avait un brouillard de malade. J'avais pas de réseau, et ça m'a surprise, en fait. Enfin, j'étais contente, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant et il faisait super froid pour le mois d'août. Donc c'était pas incroyable, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je suis quand même repartie de là en me disant: «J'adore ça, je kiffe, je veux recommencer» et donc même si ma première expérience a été un peu pourri, enfin, il y avait même pas de sunset et de sunrise alors qu'aujourd'hui, très clairement, quand je vais bivouaquer, que je pars à l'aventure, c'est pour ça. Les conditions, elles étaient pas top, mais je suis quand même sortie de là en me disant: «Je veux recommencer». trop bien. Est-ce que maintenant tu peux nous partager une aventure que tu as préférée et Waouh, qui c'est fait que, dur. ça fait une expérience vraiment mémorable pour toi? Ou la première qui te vient, pas forcément ta Ouais, ouais, préférée, ouais, mais une si, qui t'a si, si, marquée? il y en a une qui sort très clairement du lot et je pense que c'est à cause d'elle que je dis tout le temps que les Bauges, c'est mon massif préféré. C'est pas OK, tellement fondé. Mais c'est juste que j'ai vécu 2 bivouacs, tellement incroyables, sur un week-end qu'en fait, je pense que ça va me marquer à vie, quoi. C'était juste incroyable. C'était à la fin de l'été, plutôt au mois de septembre, en fait. C'était début septembre et j'avais réussi à partir bivouaquer dès le vendredi soir. Je me suis speedée un peu, mais j'ai réussi parce que, j'étais avec mes parents le vendredi à Aix-les-Bains et donc j'ai foncé, j'ai pris la voiture et j'ai foncé au départ, d'un spot qui est bien connu, je pense, autour de Chambéry, qui est la pointe de la Galopaz. Peut-être que tu y es déjà ah allé ouais, c'est trop beau. et Ouais, en fait, la seule chose que je redoutais un peu, c'était qu'il y ait d'autres gens, parce OK. que c'est un spot assez connu et c'est sûr que moi, quand je pars bivouaquer, j'adore, vu que je pars seule, enfin, j'aime bien être seule dans la montagne, en train de vivre mon truc et tout et j'avais vraiment la flemme qu'il y ait d'autres gens, en vrai. Mais en fait, je l'ai vraiment vu comme un cadeau. C'est que quand je suis arrivée, déjà, je faisais un peu la course avec le soleil qui se couchait. Mais quand je suis OK. arrivée là-haut, déjà, la vue, mais c'était vraiment incroyable et je pense que j'ai fait la plus jolie vidéo que j'ai faite, encore à ce jour de toutes ces montagnes, des Bauges dans la lumière rose du soleil qui se couche et tout. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et en fait, il y avait, je sais plus quel match de rugby, important ce soir-là et donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait personne à ce spot ce jour-là Encore mieux. et je l'ai vraiment vu comme un cadeau. J'ai planté ma tente et j'ai dormi là et vraiment, c'était incroyable. J'ai trop, trop, trop kiffé. Et on peut retrouver cette, vidéo sur ton compte Instagram? Ouais, 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 Ouais. d'ailleurs, enfin, en fait, c'est ma vidéo préférée aussi par rapport au texte que j'ai mis par-dessus. Ça doit être dans une de mes vidéos épinglées où en fait je retrace la réflexion de cette question qu'on m'a souvent posée quand je suis rentrée de mon voyage, qui était, «Alors, ça fait quoi le retour à la vraie vie?» et donc dans ma Ouais. vidéo, j'explique que cette expression elle me saoule quoi, parce que ça place en fait mon voyage comme étant quelque chose de parallèle, dont je reviens un peu comme une parenthèse qui n'aurait pas existé, qui ferait pas partie de la vraie vie. Alors que pour moi, c'était l'inverse. L'expérience la plus intense, la plus importante de ma vie, c'était ce voyage et donc de le sentir minimisé aux yeux de tout le monde, comme si c'était vraiment juste une parenthèse et que ça comptait plus maintenant que j'étais rentrée, j'ai trouvé ça assez désagréable et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je pense que beaucoup de personnes qui ont voyagé ou même d'autres expériences se sont reconnues, là-dedans, quoi.
Ouais, donc c'est pas qu'une simple vidéo d'un coucher de soleil dans ton massif préféré, c'est vraiment aussi une réflexion complète, sur un Ouais, retour de exactement. voyage, quoi. Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est aussi un petit peu, je dirais, le concept ou ce qui est important pour moi à partager. Je sais pas à quel point, ça se retranscrit, voilà, sur ma page et ce que je partage, Mmh. mais pour moi, la profondeur qu'on donne à une expérience, en termes de réflexion, ouais, de développement personnel, spirituel et cetera, tout ce qui est relié, en fait, à mettre du sens, dans nos vies, pour moi, c'est extrêmement important. Je suis aussi un petit peu partie du principe que, bah, voilà, il y a plein de personnes sur Instagram, sur partout, et même pas que sur Instagram, mais qui peuvent donner énormément de conseils techniques, qui peuvent expliquer, bah, quel duvet il faut choisir, quel itinéraire, où est-ce qu'il faut se garer pour faire telle rando et cetera, et en fait, Mmh. moi, j'ai ces personnes le font très bien, et j'ai eu un petit peu la sensation que ce que moi je voulais vraiment partager, alors oui, ça se fait au travers, de rando, de bivouac et cetera, de retour sur mon voyage, mais ce que je voulais vraiment partager, c'est plutôt des réflexions, un état d'esprit sur la vie et le développement que ça peut apporter à titre personnel, de Mmh. sortir de sa zone de confort, de partir planter sa tente et cetera, et en fait plutôt ce que ça représente. OK. Donc en termes de voilà, de ce que j'essaye de retranscrire dans mon contenu, c'est vraiment ça. Alors oui, il y a plein de choses en parallèle, hein, parce que c'est important. On peut pas juste dire à tout le monde: «Allez bivouaquer, c'est trop cool» et puis après, donner aucun aucun conseil, qui permette de le faire. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de montrer, bah, voilà, imagine en fait, là, tu vas partir, tu vas planter ta tente, ça va te faire peur, ça va peut-être être pas facile, peut-être que tu pourras pas la planter, tu devras dormir à la belle étoile, peut-être que enfin voilà, il y a plein de situations qui peuvent se passer. Mais en fait, de l'avoir fait, et ben, le lendemain matin, tu vas avoir un lever de soleil de dingue, ou bien tu vas te sentir hyper bien, ou bien ta vie, elle va prendre sens d'un coup parce qu'en fait, tu te sens trop bien d'être là, tu es dans le moment présent sans te forcer à l'être. Tu vis un truc de ouf, vraiment dans la plus pure simplicité parce que tu es seulement focalisé sur tes besoins vitaux. Où est-ce que tu vas dormir? Où est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas boire? Et en fait, moi, c'est vraiment plutôt sous cet axe-là que j'ai envie de montrer les choses. Voilà. Mmh. Trop bien. Sur, en fait, le développement personnel un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu définirais comment, en fait, tout ce que ça peut t'apporter, des aventures pareilles? Par rapport à tes réflexions de développement personnel, dont tu parlais là? Ouais. Bah, du coup, c'est un petit peu compliqué à résumer, mais en fait, ce Dans qui les ce que je grandes trouve lignes? ouais, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment aussi le parallèle avec, mon voyage, et en fait, quand je suis revenue de mon voyage, j'ai écrit un petit livret qui fait une vingtaine de pages, qui est d'ailleurs téléchargeable, grâce au lien dans ma bio, et qui, en fait, m'a permis de détailler, en fait, plein de réflexions sur, plusieurs thèmes. La peur, la confiance en soi, l'amour, la force, voilà, plein de thématiques, et ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure de la rédaction de ce livret, qui était un petit peu la conclusion de mon voyage, c'est à quel point chacune de ces dimensions, les rencontres aussi, chacune de ces dimensions, je les retrouve par cette activité à l'échelle d'un week-end, et ça, en fait, ça m'a fascinée. Et je me et ça a été une telle révélation que en fait, pour moi, c'était vraiment ça, la solution que je cherchais quand je disais: «Bah, maintenant que je suis rentrée de mon voyage, comment est-ce que je peux réintégrer tout ça à ma vie, actuelle? Comment est-ce que je peux, retrouver, cette sortie de zone de confort, cette découverte de nouveaux territoires, ces rencontres, ce challenge, cette beauté des paysages et cetera qu'on voit quand on voyage?» Et c'était aussi un petit peu de me dire, bah, en voyageant, quand tu te réveilles, voilà, dans une nouvelle ville, un nouveau spot où tu es, et ben, la première chose que tu vas faire, c'est: «Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais regarder? Est-ce que je vais aller voir telle cascade, telle plage, tel truc?» Et en France, j'ai l'impression que j'avais pas du tout cet état d'esprit de me dire: «OK, donc là, je suis là, bah, qu'est-ce qu'il y a autour de moi de cool à faire, à voir aujourd'hui?» Parce que voilà, on prend un peu les choses pour acquises, on sait qu'elles seront toujours là, alors qu'en voyage, bah, quand tu es à un spot, tu sais que quelques jours après, tu seras parti, et donc tu as envie de tout voir, de découvrir et cetera, et c'était aussi un petit peu, ce mood-là de me dire: «Bah,
en France, on a tellement de trucs ouf et j'avais l'impression que vu j'avais pas encore vu les choses de cette manière, de me dire, «Mais en fait, il y a aussi des cascades ici, mais il y a aussi des plages de dingue, mais il y a aussi des spots pour voir le coucher du soleil». Alors qu'en voyage, c'était ça la priorité de la journée, c'était: «OK, on va regarder où le sunset? OK, on va regarder où le sunrise?» Enfin et toutes ces mais chacune de ces dimensions, il y a pas un truc du voyage que je retrouve pas, hem, dans mes aventures à l'échelle du week-end, quoi. C'est trop cool que tu aies réussi aussi à te rendre compte qu'en fait, à côté de chez toi, tu peux trouver, des supers endroits, quoi. Ouais, voilà, exactement et en fait, ça va aussi, au-delà de ça, pardon, c'est que je me suis dit en fait, ça a été un choc pour moi de me dire: «Mais comment ça se fait que personne m'avait dit à quel point la France, c'est trop cool? Comment ça se fait que personne m'a dit, qu'il y avait tel spot, telle cascade, tel machin?» Et en fait, ça a été une telle révélation de voir ça, de réaliser ça que je me suis dit: «OK, il faut absolument que je partage, que je dise à tout le monde que c'est trop stylé». Et en fait, c'est seulement après coup que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plein de gens qui le savaient évidemment. Mais en fait, je dirais que moi, c'est un peu cette innocence et cette pas révolte, mais quand même si, un petit peu révolte de me dire: «Mais il faut qu'on se secoue là, il faut qu'on regarde autour de nous, c'est trop stylé tout ce qu'il y a à faire». Et c'était aussi un petit peu une réflexion portée à, voilà, Instagram, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Et en fait, comment est-ce que ça nous manipule et ça manipule nos désirs aussi? Et en fait, je me suis rendu compte que, je avant de partir à mon voyage en Asie, tout mon feed Instagram, c'était que des trucs de Bali, de Malaisie, de Philippines et en fait, ça te pousse à vouloir aller là-bas. Tu as l'impression qu'il y a que ça. Tu as l'impression que, c'est là-bas que tu seras heureux, que c'est les seuls trucs cool, ils sont là-bas et en fait, ton désir, il se porte toujours vers cette chose qui est extérieure, lointaine et cetera et je trouve qu'on s'en rend pas toujours compte à quel point on s'auto-manipule parce que l'algorithme, il entretient ce que nous, on entretient aussi et en fait, j'ai aussi voulu un peu prendre, la direction inverse, de me dire: «Mais il faut absolument qu'on crée du désir et de l'attractivité pour la France et tout ce qu'il y a à faire ici à l'échelle d'un week-end» et en fait, ça va, au-delà de la partie loisir. En fait, je trouve que c'est aussi au quotidien de se dire d'arrêter d'envier, les personnes sur Instagram, voilà, qui vivent que de voyages et d'eau fraîche et qui nous font entretenir, ce rêve, à nous montrer comment c'est stylé d'être à l'autre bout du monde et cetera et donc qu'est-ce que ça fait entretenir comme sentiment chez nous? Ça nous fait nous dire: «Oh ma vie elle est moins bien, elle est moins épanouissante, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça» et c'était aussi vraiment pousser la réflexion encore plus loin de me dire: «Mais je suis convaincue que notre vie, elle peut être très, très cool et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir toujours envie de quelque chose de différent et donc comment est-ce qu'on met ça en place au quotidien? Comment est-ce qu'on crée du désir autour du quotidien et d'une vie normale?» Et c'est pour ça aussi que parfois quand on me demande: voilà, est-ce que tu as envie de vivre, de ton activité sur Instagram et tout, bah, en fait, non, pas tellement parce que j'ai une vie normale et je m'en cache pas et ça me plaît très bien pour l'instant. Peut-être que ça sera amené à changer, mais ce qui était important pour moi, c'était de créer du désir autour de nos vies normales à nous et ce que ça nous permet déjà de faire, en fait. Voilà, j'ai parlé longtemps, mais Beh, c'est un c'est peu la super réflexion intéressant. derrière. Mais c'est super intéressant vraiment et moi je voulais te demander derrière ça, comment est-ce que tu parviens à sortir de ton quotidien? Donc sûrement par l'aventure, mais peut-être aussi par d'autres choses et le fait que ça soit proche de chez toi. Comment tu trouves, tes destinations, tes activités qui te permettent de sortir de ce quotidien-là et de t'épanouir complètement? Parce que toi tu en partages, mais avant de les partager, comment est-ce que tu les as découverts? OK. En fait, déjà ce que je rappelle, toujours, c'est que, je suis une grande débutante, hein. Donc j'ai commencé il y a pas longtemps, ça fait pas longtemps que je suis dans le game, et donc je découvre tout et donc en fait, le plus important pour moi, c'était dès le début de pas être trop ambitieuse, en fait. Notamment, voilà, quand je suis allée bivouaquer, pour la première fois, en hiver, heu, bon, c'était un peu un concours de circonstances, en fait. Il y a rien qui s'était passé comme prévu, mais disons que dans l'idée, j'aurais choisi un spot, qui est peut-être pas trop loin de la voiture ou bien où je peux rentrer s'il y a un problème. En fait, je choisis ma destination et mon projet en fonction du plan B, plan C, peut-être plan D
que je peux Ouais. imaginer, s'il y a tel et tel problème. Donc ça va être toujours ma priorité, ça va être de me dire: «OK, si jamais je parviens pas au spot de bivouac, si jamais il y a du vent, si jamais il y a de la neige, c'est quoi mon plan B?» Dans chacune de ces situations. Donc ça fait beaucoup de plans parallèles. Mais pour moi, c'est un peu le seul moyen de me rassurer et de prendre en moi et de prendre confiance en moi petit à petit. Donc voilà concrètement comment ça se passe et ben, je regarde sur internet, je regarde des spots, je regarde des cartes et j'essaye de me rendre compte un petit peu, comment va être le spot là-bas et puis après on prend c'est vraiment aussi, au fur et à mesure l'expérience. Pour ça je dis voilà, il faut commencer tranquille et puis après on se rend compte combien de kilomètres on est capable de faire, combien de dénivelé positif on est capable de faire et en fonction de ça, on peut choisir des aventures plus ou moins ambitieuses en fonction de la météo, du climat et cetera. Pour moi, c'est vraiment de toute façon le premier pas qui est le plus important, donc choisir quelque chose d'accessible, et puis pas hésiter de toute façon à faire demi-tour, s'il y a un problème, quoi. Mais c'est aussi pour ça que, je trouve que Instagram, c'est un peu des pas forcément très épanouissant parce que on est vite limité pour vraiment donner des conseils, des spots et cetera et puis qu'il y a aussi un petit peu cette réflexion autour, voilà, de la surfréquentation de la montagne avec des personnes qui ont pas forcément les bons réflexes et cetera et moi, hein, je sais que je suis forcément pas irréprochable parce que j'apprends les choses petit à petit, et c'est pour ça que j'ai créé, ma newsletter, dans laquelle, en fait, je partage, mes itinéraires, les spots, des conseils plus pratiques, vraiment la partie plus pratique et voilà et technique, même parfois un petit peu de matos et tout. Parce que genre, j'ai plus d'espace et puis même quand tu organises une aventure, tu pas là avec, Instagram en train de checker un spot et cetera. Tu es sur un blog, tu es sur une newsletter, en train de, ouvrir le truc sur Maps en même temps, regarder et cetera. Donc pour moi, l'idée de la newsletter, c'était vraiment de consigner dans un même endroit toute une fiche qui permet, bah, d'avoir plein d'infos sur un itinéraire et de s'inspirer, quoi. Voilà. Ouais, c'est un complément et comme tu disais, en fait, c'est plus par choix qu'on va avoir une newsletter, alors que sur Instagram, c'est plus parce que c'est dans le feed qu'on va tomber dessus et du coup, c'est moins voulu. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques que tu suis pour trouver ces endroits justement? Avoir un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil ou pas forcément? Bah, en fait, parfois, je trouve ça un petit peu difficile à anticiper vu que je suis pas encore une pro, quand je regarde une carte, voilà, je me rends pas forcément compte si on verra bien le soleil, le truc et cetera. Après ça, je trouve que c'est plutôt en phase d'approche. Quand tu te rapproches Ouais, du spot ou du truc, ben, tu vas choisir, tu vas regarder où ça se lève, où ça se couche, le vent et cetera et puis tu vas planter ta tente un petit peu en fonction. Après vraiment, l'anticiper, non, j'en suis pas encore là. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres critères que tu essayes Bah, de comme je suivre? disais, le 1er critère, voilà, ça va être, les plans de secours, la simplicité et le fait que j'y arrive. Voilà, selon combien de temps je pars, si je peux trouver de l'eau, sur le trajet. S'il y a un abri dans le coin, au cas où, ça fait partie des différents plans de secours, mais voilà, s'il y a Ouais, un abri, une OK. bergerie, une ferme ou quoi, dans le coin où je pourrais me réfugier ou demander conseil si j'ai un problème et puis évidemment, la vue, quoi. C'est pour ça que j'y vais et si je vois que les photos sont cool et que le spot a l'air génial, bah, je vais vouloir y aller, ça c'est sûr. Ouais, tu m'étonnes. Ça donne tellement envie. Voilà. Pour, ceux qui aimeraient commencer à vivre, enfin à inclure dans leur vie, des aventures, les week-ends, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour démarrer? Bah, c'est de partir une première fois. Ouais, c'est Partir vrai. une première fois pour prendre confiance et cetera. Donc ça, c'est le premier conseil, le plus général. Après, pour vraiment inclure ce mood, pas au quotidien, hein, parce qu'évidemment partir tous les week-ends, enfin surtout comme moi quand on habite à Paris, c'est juste pas possible en fait. Mais, pour vraiment que ça fasse plus partie de sa vie, bah, je dirais que la priorité déjà c'est justement de le mettre en priorité en fait. De se dire: «Bah, OK. tel week-end, j'y vais, je vais le faire, je le réserve, je vais partir». Peu importe même si on sait pas encore pour la météo et cetera, c'est vraiment donner cet espace dans sa vie à se dire: «OK là je vais partir, je vais le faire»
Et dans un monde, une société où on veut tout, le plus vite possible, le moins cher possible, en fait, c'est pas tellement ça, c'est, réserver les ressources qu'il faut, qu'elles soient, matérielles, de temps, d'énergie pour mettre en place un projet comme ça. Ça demande, d'autres, entre guillemets, hein, «sacrifices», mais il faut savoir aussi, pourquoi on le fait et à quel point ça peut être épanouissant. Et puis évidemment, un autre conseil, ce serait sûrement de partir, à plusieurs parce que c'est très rassurant. Pour moi justement, enfin, je préfère tellement partir en solo parce que justement, c'est en étant en solo, en fait, que je reconnecte avec ces expériences de mon voyage, qui étaient en solo aussi. Ouais. Parce que tu es livré à toi-même, parce que tu sors vraiment de ta zone de confort et le mood, il est tellement différent quand tu es à plusieurs. Alors c'est très cool aussi, c'est trop cool de partager tout ça. Et Mmh. j'ai eu des trop bons moments, avec plein de personnes avec lesquelles je suis partie, mais je préfère tellement être en solo, ça c'est sûr. Ouais, OK. Je sais pas trop comment dire, c'est assez rigolo parce que, la solitude, ça peut faire peur Ouais, et c'est une question toute bête que j'ai, mais comment est-ce que dans un bivouac, par exemple, tu t'occupes quand tu es toute seule? ouais. Je veux dire, en marchant, je comprends, ce truc-là de on peut pas s'ennuyer, mais dans le bivouac, est-ce que, tu as des occupations, des choses que tu fais et qui te permettent vraiment de te sentir, de pas t'ennuyer finalement? Déjà, il faut savoir que pour moi, l'espace-temps, la temporalité des moments, elle est très différente. Et Ouais. je refais encore un petit peu un parallèle avec tout ce qui est, voilà, développement personnel, méditation et cetera. Je me souviens de moi, des matins à vouloir me forcer à méditer avant de partir au boulot et cetera. Et en fait, c'était pas du tout épanouissant pour moi. Et à l'inverse, en fait, quand je vais bivouaquer et que je regarde le soleil qui se couche, pendant que je suis en train de manger, mon plat de pâtes, lyophilisées là, mes nouilles chinoises ou Ouais. quoi, et ben, en fait, là, j'ai l'impression d'être dans presque un état méditatif sans même chercher à l'être et à être là juste en train de trop kiffer le moment et être pleinement présente. Et là où au quotidien, je suis toujours en train de faire un million de trucs, je suis assez hyperactive et j'ai peur de rien faire. C Le mood vraiment quand je suis, dans mon bivouac comme ça, il est totalement différent et même après 2 heures ou 3 heures à regarder, voilà, le ciel, à dîner tranquille et tout, j'ai l'impression que c'est trop court pour vraiment profiter pleinement du coucher de soleil. Donc je OK. pense que je pense que déjà, voilà, il faut pas avoir non plus trop peur parce qu'en fait tous nos repères, tout ce qu'on a l'habitude au quotidien, ils sont bousculés. Après moi j'aime bien avoir un carnet et un livre toujours. C'est pas toujours possible, en termes de voilà, d'espace dans De le sac place? et cetera, mais j'ai Ouais. quand même souvent un carnet pour écrire et un livre pour lire un petit peu. Et puis de toute façon, on se couche tôt pour se lever tôt, hein, donc mine de rien, ça passe assez vite. Mais j'avoue qu'à mon premier bivouac hivernal où du coup c'était un petit peu différent, bah, forcément en hiver, tu mets pas tes fesses dans la neige pour regarder le soleil qui se couche. En plus, là, il y avait zéro vue, donc j'étais totalement dans le brouillard. Donc je me OK. suis mise et puis la nuit tombe tôt et tout, là, c'était au mois de février. Donc j'avoue que quand je me suis mise dans mon duvet pour en fait, parce que j'avais froid et que j'allais cuisiner, juste, à côté de ma tente, avec mon petit réchaud là juste à côté. Je me suis mise dans mon duvet, il était 18h30 et je me suis dit: «Ah ouais, là je vais passer les 12 prochaines heures ici». Et finalement en dormant, ça passe assez vite, hein, le temps de dîner, tout est un peu plus long, un peu plus lent, le temps de dîner, et ben, assez rapidement, je me suis endormie et je me suis réveillée le lendemain matin, quoi. Enfin, plusieurs fois dans la OK. nuit comme d'hab, mais après au réveil le lendemain matin, finalement, ça passe vite. Et puis ça fait du OK. bien aussi, ça fait vraiment du bien. Bah, de ralentir un peu, comme, tu disais au début, mais de sortir de ce train-train quotidien un peu rapide et puis surtout que toi, tu es à la capitale et je veux dire, c'est pas du tout le même rythme non plus, que dans les petites villes, annexes. Ouais, exactement. Je voulais te demander pourquoi tu avais décidé de documenter, tes micro-aventures? Un peu comme je l'avais déjà dit, c'est parti de cet état d'esprit un peu révolté, de me dire: «Mais pourquoi personne ne m'avait jamais dit à quel point c'était cool et à quel point c'était accessible et à quel point j'en étais capable finalement?» Et donc de là, en est venue la volonté de me dire: «Mais il faut absolument que les gens le sachent». Après je me suis rendue Ouais, compte, comme je disais, qu'il y a plein de gens qui le savent déjà, qui le ouais, savaient déjà, mais ça a été un peu le point de départ et je pense que ça va au-delà de ça, en fait, pour moi cette partie, création de contenu, c'est vraiment quelque chose dans lequel, je m'épanouis, intrinsèquement. Parce que voilà, c'est vrai que
formation, je suis ingénieure et voilà, j'ai un taf quand même de gestion de projet, informatique, enfin vraiment lié à plus à l'ingénierie et je me suis jamais vraiment, vraiment épanouie dans ce cursus, on va dire. Et là, pour une fois, j'ai l'impression de faire quelque chose, pour laquelle je suis vrai enfin, sur lequel je gère quoi, donc ça me fait plaisir. Je me sens à ma place, en fait, pour la première fois OK. et ça, je l'ai découvert par l'expérience, en le faisant et du coup, après, j'ai plus envie d'arrêter, quoi. Ah, c'est trop génial que ça te permette en fait de j'allais dire combler, mais je suis pas sûre que ça soit le mot, mais en tout cas de rassembler plusieurs de tes passions et de t'être redécouverte en fait, Ouais, exactement. grâce à ça. C'est beau parce que c'est ce que plein de gens cherchent. Est-ce que tu as une, leçon que tu as apprise, et que tu retiens particulièrement? Ben, en fait, pour moi, le plus important, c'est, le fait que de prendre conscience à quel point nos peurs, elles nous dominent, en fait, au quotidien, à quel point elles contrôlent des décisions, des comportements, à quel point on est dans des réactions automatiques, pour plein, plein de choses au quotidien et en fait, pour moi, le fait de sortir de sa zone de confort en allant bivouaquer, le fait de dépasser ses peurs comme ça, de la manière la plus primitive qui soit, parce qu'on en revient à nos besoins essentiels, d'être en sécurité, d'être protégé des éléments naturels, de manger, de boire et de dormir. Et ben, justement de dépasser nos peurs dans ce contexte-là qui est le plus primitif qui soit, je trouve que, ça nous redonne plein de belles capacités, notre plein potentiel au quotidien, en fait. Voilà, parce que bah, ça va c'est voilà, c'est aussi dans le cerveau, hein, ça libère beaucoup de dopamine, de mener des actions comme ça, des choses différentes, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Et donc je trouve que ça a un vrai impact après derrière, au quotidien aussi. Et donc ma leçon, c'est pour résumer, c'est qu'en fait, il y a un autre monde qui existe derrière ce que nous font croire nos peurs et que nos peurs, ce sont que des illusions et quand on passe, en fait, de l'autre côté, de cette espèce de voile trouble, on voit le monde différemment, en fait. Donc Tu as réussi à guérir tes peurs, alors je dirais tu pas que c'est penses? guérir, c'est les dépasser. Après ça Tu as ça réussi? les fait pas, disparaître pour autant. Bah, voilà, j'ai d'un bivouac à l'autre, j'ai toujours peur des mêmes trucs, hein. Hem, OK. mais et puis j'ai toujours peur, tu vois? Il y a plein de gens qui me posent la question, qui me demandent, «Mais tu as pas peur quand tu pars comme ça bivouaquer en solo?» Bah si, j'ai super peur, mais je le fais quand même parce que je sais ce qu'il y a derrière et qu'il y a plein de choses que j'ai envie de me prouver aussi et que c'est justement ça qui permet après de vivre une expérience de dingue. Donc les peurs, elles, on les repousse. En fait, je dirais plus que c'est les dompter, jouer avec et OK. heu et découvrir ce qui se cache, de l'autre côté et je me dis, «C'est quand même dingue, si mes peurs, voilà, au quotidien, enfin, si mes peurs, elles m'empêchent de me disent: "Non, mais pars pas bivouaquer en solo, si tu vas voir, ça va pas le faire ou tu vas te faire attaquer par un animal"», ou bien si mes peurs, elles me disent, «Ah, tu peux pas faire autant de dénivelé, autant de distance en une journée». Bien si mes peurs, elles me disent, «Tu trouveras, jamais personne pour t'aider sur ton chemin, pendant ma rando» et ben, me prouver à moi-même que c'est faux, ça fait du bien et donc au quotidien pour des peurs, je dirais plus liées à la vie ou à des choix de vie, à des décisions, même dans le monde pro et cetera, j'en vois des immenses bénéfices, en fait, parce que je rigole un peu de moi-même et je me dis: «Non mais là, j'ai peur de tel truc». En fait, ça peut être qu'une illusion. Donc faut pas avoir peur d'oser, prendre la direction opposée ou, changer de taf ou déménager. Voilà, même pour des décisions comme ça, je trouve que ça a un réel impact. Mmh. Ça t'apporte beaucoup de confiance en toi finalement? Parce que ça Exactement, t'apprend ouais. à jouer, avec, ta vie au final, enfin avec tes peurs, avec tout en fait. Ouais, exactement. Beaucoup de confiance en moi. Un peu la sensation, mais de me dire, «Non mais attends Mathilde, tu as été capable de bivouaquer là dans la neige, toute seule dans la montagne, alors, tel Vraiment, petit truc, au quotidien là, demain au taf, bah, c'est sûr que je peux y arriver quoi». carrément et c'est trop chouette. Vraiment je pense que c'est un des trucs qui permet le plus de grandir, en fait, Ouais. d'affronter ses peurs et en plus tu le fais en solitaire et franchement, chapeau parce que tout le monde ne le fait pas et du coup là
C'est vraiment là, tu dois te faire confiance et tu dois faire confiance à tout ce que tu as entrepris pour arriver là où tu étais et tout, donc c'est Mmh. trop chouette. Bah, à cette échelle-là, en tout cas, j'ai l'impression que si tu pars pas en solo, tu bénéficies pas de tout le plein potentiel de l'expérience, de ce que ça peut t'apporter, voilà, d'un point de vue développement personnel et dépasser tes peurs et cetera. Mais après ça, c'est très personnel parce que pour certains, selon les contextes, parce qu'il y a des aventures ou des bivouacs, qui sont encore, bah, justement plus aventureux, plus risqués et auquel cas, même en partant à plusieurs, tu as des risques, tu as du challenge et c'est super. Mais pour un petit week-end, un petit bivouac, et ben, je trouve que c'est en partant en solo que tu as vraiment le plein potentiel d'une expérience. Tout comme je l'avais vécu en Ouais, voyage parce que j'avais voyagé en couple les 2 premiers mois, après en solo les 5 prochains et la différence elle était c'est pas du tout c'était pas du tout la même chose et même si la première partie du voyage, elle était vraiment géniale, magnifique, on a trop kiffé, enfin c'était vraiment super. C'est pendant la deuxième partie que ouais, j'ai eu la sensation que je me suis vraiment révélée et que j'ai vécu un voyage qui me ressemble et qui m'a vraiment apporté beaucoup dans la vie, quoi. C'est pas que des vacances, en fait. Je pense que c'est ça la différence aussi entre le voyage et les vacances. Mais bon, après c'est différent, pour chacun évidemment. Mais ouais. honnêtement, je peux que recommander. Après je sais pas, peut-être que c'est pas fait pour tout le monde, je dis pas. Mais je peux que recommander d'oser faire des choses, en solo. Voilà. Ben, franchement, j'espère que les auditeurs, ils vont retenir ça parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'avais une, dernière question, c'est, que tu parles dans tes stories dernièrement, tu parlais de gros projets, Mmh, d'aventures, de choses que tu veux faire. Est-ce que tu peux en parler un peu et pourquoi, ce genre ouais. de projet Bah, t'attire? il y a 2 choses dont j'aimerais parler. La première, la plus importante, pour l'instant à plus court terme, c'est la publication de mon livre, que j'ai écrit déjà il y a 2 ans, et que je vais enfin, concrétiser. Donc ça, c'est vraiment c'était vraiment un gros, gros projet, voilà, qui apporte aussi cette touche, développement personnel et quête de sens, qui fait entièrement partie de mes réflexions au quotidien, de moi-même et de voilà, aussi ce que j'essaie de transmettre dans ma création de contenu et donc ce livre, c'est un peu le condensé de tout ça il va sortir très, 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 très bientôt. Pareil, j'ai tout fait de A à Z, dans l'écriture, la relecture, la couverture, le 4e de couverture, la publication sur Amazon et cetera pour qu'il puisse être imprimé, commandé, tout ça. Donc Mmh, donc c'est un trop bien. projet que je suis trop, trop heureuse de partager et donc stay tuned, pour le lancement, de ce livre. Ouais, Et ensuite, bah, ouais, le 2e, projet que j'ai en tête, c'est voilà, que j'aimerais bien faire quelque chose de plus grand, de plus important, dans ma vie. Donc on sortirait de l'espace, micro-aventure. Là, j'aimerais bien partir pendant plusieurs mois, ouais, et vivre trop un bien. gros projet. Mais voilà, l'idée, je trouve quand tu prends plusieurs mois pour faire un projet, c'est aussi que ce que tu vas faire, ça ait un impact, pour les autres, pour le monde, pour la société et même si je suis convaincue que les aventuriers et les alpinistes et cetera, ils ont un impact sur le monde intrinsèquement par ce qu'ils font, parce qu'ils inspirent, parce qu'ils repoussent des limites et parce que, moi je suis convaincue qu'on a besoin des aventuriers dans notre monde. J'aimerais bien donner une dimension particulière à mon projet et voilà, c'est un projet qui serait à l'horizon 2025. Je sais pas encore exactement quoi, voilà, je vais pas encore en parler parce que j'ai plusieurs idées, mais j'ai hâte de Ça concrétiser. viendra en temps voulu, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est ouf de voir aussi l'engouement, autour d'un projet comme ça et disons que, bah, si ça me donne de la force, en fait, de me dire que, bah, si je me lance, oui, le jour J, je serai toute seule, dans ma forêt, dans ma tente, en train de faire mon truc. Et qu'en fait, il y a plein de personnes derrière moi qui me soutiennent, qui auront peut-être envie d'aller voir le Ouais, qui film, suit. qui pour qui ça aura un impact dans leur vie et c'est surtout ça qui m'in J'espère que l'épisode vous a plu. Il se termine un peu brutalement parce qu'on a eu un petit problème technique et l'autre partie qu'on avait tournée ne s'est pas enregistrée malheureusement. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Mathilde sur
son compte Instagram En route Mathilde. Elle est très active et j'espère aussi que vous allez la soutenir dans ses prochains projets, que ce soit pour son livre qui sort très très prochainement, mais également soutenir son projet de 2025. Et encore merci à Mathilde pour son partage d'expérience et à bientôt pour un nouvel épisode dans Voiture Simone. Ciao ciao.